Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. C'est le groupe au cœur du scandale. Volkswagen, une marque qui s'est construite sur le sérieux, la qualité allemande. Avec cette affaire des tests anti-pollution, c'est toute la communication du constructeur qui s'effondre. Le groupe va donc devoir reprendre la main, sans doute repenser toute sa com. Impossible de garder ce qui a fait le succès de ces pubs. 60 ans de messages publicitaires basés sur l'humour et la transparence. La saga Volkswagen, David Doba. Jusqu'à maintenant, pour tous ceux qui s'intéressaient de près ou de loin à l'automobile, Volkswagen, c'était plutôt Das Auto. Mais depuis sa sortie de route avec le scandale des tests truqués, du côté du constructeur allemand, on l'affirme haut et fort. On a tous droit à une seconde chance dans la vie. Il faut dire que dès les années 60, Volkswagen décide de communiquer via l'humour et l'autodérision sur son sérieux et sa fiabilité. Dans ce film de 1964, la marque, qui n'a alors que 26 ans d'existence, met en scène sa célèbre coccinelle, cette petite voiture qui a tout d'une grande, voulue par Hitler et dont le design est signé Ferdinand Porsche. Have you ever wondered how the man who drives a snowplow drives to the snowplow? This one drives a Volkswagen. So you can stop wondering. Et ça marche. Après la coccinelle, qui sera vendue à plus de 22 millions d'exemplaires, à partir du milieu des années 70, c'est une pluie de modèles qui va s'abattre sur le marché. Résultat, Passat, Golf et autres polos se vendront à la chaîne, permettant à la marque de rouler vers le succès. Practical small car. And now, Volkswagen, famous for their great small cars, introduce a great big one. Pour communiquer, Volkswagen, qui a cassé les codes traditionnels, passe alors à la vitesse supérieure. Plusieurs centaines de films viendront ainsi rappeler au bon peuple le sérieux des voitures des ingénieurs allemands, des films destinés aux hommes, aux vrais, fiers de leur wagon, ou plutôt de leur Volkswagen. Alors, ça c'est la clé du coffre. Très joli. Ça c'est la clé de la boîte à gants. Hein? Ça c'est la clé de contact. Oui. Ça c'est la clé pour l'essence. Non. Et ça c'est la clé de chez moi. Bien. Alors ça, c'est la clé de ma maison de campagne. Ça, c'est la clé de mon chalet à la montagne. Ça, c'est la clé de mon appartement. Ça, c'est la clé de mon coffre à la banque. Et ça, c'est la clé de ma petite Volkswagen pour y aller. Hein? Ah. Comme à leurs femmes, pour lesquelles la marque se paye même le luxe de ne montrer aucune voiture. Tout le bocal, j'ai ramené. J'avais 20 ans et c'était mon premier grand voyage. Chaque fois que je le regarde, je pense à lui. C'était un Touareg. Il était... Ouais. Ce sable, c'est le secret de mon cœur. Et si je voulais changer contre une Golf? Vous savez, la première fois, c'est jamais... Surtout dans le sable. Hein. Bref, aucun grain de sable, justement, ne vient enrayer cette belle mécanique. La preuve, même le plus gros des losers peut espérer voir le bout du tunnel, au volant de sa Golf, évidemment. Il a misé 1 million sur le noir, le rouge est sorti. Il a épousé une créature de rêve. Sa vie conjugale est un cauchemar. Il a acheté un cheval de course qui n'a jamais gagné. Mais il a une Golf. Mais l'automobile a mauvaise presse et à l'époque des pluies acides, Volkswagen veut changer son image et se met alors à communiquer sur son côté écologique, enfin sur le papier. L'esprit Pink Blue de Volkswagen, c'est réaliser un film au Big Bleu pour consommer le moins d'énergie possible. Mais en s'alliant avec le côté obscur de la force en truquant ses moteurs, Volkswagen met à mal des années de communication particulièrement bien huilées. Seul problème, plus encore que les consommateurs, la nature peut parfois se venger, ou plutôt se vidanger. Étienne est heureux. Ce matin, il s'est acheté une Golf Blue Motion. Il est heureux parce que c'est une très belle voiture. Mais il est surtout heureux parce qu'elle ne rejette que 99 grammes de CO2. Il se dit qu'ainsi il fait un petit geste pour la planète et qu'un jour tous ses efforts finiront par payer. La nature ne vous récompense pas toujours. Voilà pour la saga Volkswagen et ce scandale qui risque de laisser des traces en termes d'image. Le groupe va sans doute devoir réviser sa communication, peut-être même se faire oublier pendant quelques temps. De tout ça, on en parle dans un instant avec Arnaud Pochbonne, le directeur de Weber Shandwick France, et Laurent Alias, le cofondateur de l'agence Josiane. Restez sur BFM Business, on marque une pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de Culture Pub.
Comme tous les professionnels des métiers de service, vous passez tout votre temps à prendre soin des autres. Et vous, qui prend soin de vous? Clésia, complémentaire santé, prévoyance et retraite. Près d'un humain sur 4 possède le gène DRD47R, plus connu sous le nom de gène de l'aventure. Si c'est votre cas, vous serez plus audacieux, vous prendrez plus de risques et aurez parfois le besoin irrépressible d'explorer de nouveaux horizons. Bien sûr, il vous restera à trouver les outils pour mener à bien cette exploration. Nouveau Discovery Sport, l'aventure est dans notre ADN. Je m'appelle Nathalie, j'ai créé ma société en Bretagne. Nathalie, vous vendez des pièces détachées pour avions. C'est quoi le secret de votre réussite? Je pense que ça marche bien parce qu'on est motivé et passionné. On va se développer. Il faut de l'argent pour se développer. J'ai une banque. Moi, je considère que le Crédit Agricole fait partie de mon équipe, en fait. Donc pour vous, on n'est pas simplement une banque? Ah non, pour moi, ma banque, c'est aussi ma protection parce que quand on est gérant, on est tout seul. C'est quoi la prochaine étape? Doubler les effectifs sur l'année 2015. Aider chaque jour plus d'1 million d'entrepreneurs à franchir de nouveaux caps, ça sert à ça, une banque coopérative. BFM Business. Culture Pub avec Aurélie Blonde et Julien Mielcarec. De retour dans Culture Pub, on l'a découvert juste avant la pause, 60 ans de saga Volkswagen. Une saga stoppée aujourd'hui évidemment par ce scandale de trucage de tests anti-pollution. Alors comment repenser aujourd'hui la com de Volkswagen? On va en parler avec nous. Arnaud Pochbonne, vous êtes expert justement en com de crise, vous êtes le directeur de Webec Chandwick France. Et Laurent Alias, publicitaire, directeur de l'agence Josiane et les Chatons d'Or. Alors on l'a vu dans la saga, ce slogan évidemment Das Auto, pardon pour l'accent allemand, un slogan qui date de 2007. Est-ce que face à ce qui est en train de se passer, clairement ce slogan, il faut le jeter à la poubelle? Alors, moi, très franchement, je pense qu'une des grandes conséquences de cette crise pour Volkswagen, c'est précisément une remise en question de leur marketing de ces 30 dernières années qui s'est construit sur le principe d'une marque intelligente, éthique, qui était basée sur la promesse d'une qualité, mais surtout une vraie responsabilité vis-à-vis de ses consommateurs. Et ce slogan était pleinement était merveilleux. Il permettait d'assumer, revendiquer une supériorité de la marque vis-à-vis des autres acteurs du marché. Est-ce qu'on tient bon? Est-ce qu'on repense la com en tenant bon et en ne changeant pas tout? Est-ce qu'on se dit il faut d'abord commencer par le slogan? Je pense qu'il va falloir que la marque travaille et aille vers plus d'humilité dans sa communication, avec la nécessité, de mon point de vue, qu'elle repense son slogan effectivement et revienne vers un slogan qui démontre cette humilité, qui soit moins dans la revendication d'une supériorité, ce qui semble aujourd'hui extrêmement difficile compte tenu de la crise que la marque traverse. Laurent Alias, vous partagez ce point de vue. Cette communication, elle doit être entièrement repensée aujourd'hui? C'est plus compliqué que ça. Depuis les années 50, depuis Bill Bernbach, la fin des années 50, donc ça fait plus de 60 ans, toute la communication de Volkswagen, et c'est un exemple, ça a posé les fondamentaux de la publicité contemporaine, ni plus ni moins, tout se repose sur une vérité. Une vérité produit, d'un côté, mais aussi une vérité du côté du consommateur, du côté de la société. Chaque prise de parole de cette marque est quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'on lui faisait confiance, c'est ça? Exactement. Donc, vu qu'on vous dit la vérité, vu on passe un beau moment, on s'amuse ensemble, mais on vous dit un vrai truc, un truc vrai qui va vous toucher au cœur et à la tête, vous pouvez avoir confiance en nous. Et en plus de ça, il y a la rigueur allemande, la qualité allemande, et ce qui fait qu'on ne peut qu'avoir confiance en cette marque. Et là, cette vérité publicitaire, elle devient mensonge. Mais alors là, il y a quand même, Volkswagen n'est pas attaqué vraiment sur ce qui fait sa réputation. Le groupe est attaqué sur des questions liées à l'écologie. Arnaud Pochbonne, est-ce que ça fait la différence dans l'esprit du consommateur? Est-ce que c'est si grave que ça? Alors, les conséquences pour commercial, on va les voir dans les mois qui suivent. Mais quand on regarde les différentes études, les différents commentaires d'acteurs du marché, on observe une chute de quasiment de 35% de la valeur boursière, une évaluation d'une perte de la valeur de la marque de 30%, et on s'attend à une baisse des ventes de 30%. La perception, voilà. Est-ce que vraiment les gens vont se dire ça veut dire que ma voiture n'est plus fiable, en gros? Le point, c'est que il porte sur l'origine de la crise, c'est-à-dire un mensonge.
sur une faute qui relève un mensonge aux États-Unis. Aux États-Unis, où la notion de mensonge est une notion qui est encore plus grave qu'en Europe. Sauf l'Allemagne. Où l'Allemagne, le mensonge est très... Et le discours de vérité est très important. Le discours de vérité est très important. Aux États-Unis, on ne ment pas. On l'a vu avec l'affaire Clinton. On peut pas mentir. Donc là, Volkswagen est dans une situation qui est très compliquée pour la marque. Et en Allemagne, c'est pareil. Il y a tout un pan de l'économie allemande qui s'écroule, parce que Volkswagen est le fer de lance de l'économie allemande. Et on voit même sur les réseaux sociaux des Allemands qui ne veulent plus entendre parler de Volkswagen. Mais toute l'économie allemande, tout le Made in Germany, vous voulez dire, c'est au-delà du secteur automobile? Là aujourd'hui, cette histoire, on voit qu'elle dilue sur au-delà de la marque, au-delà de l'automobile, et même au-delà de l'automobile, et même ça pose plein de questions sur toute l'industrie et sur tout ce qui va polluer. Une suspicion sur tout le monde. Exactement. Donc là, on voit pas mal de sujets ces derniers temps où les autres constructeurs automobiles sont aussi dans le collimateur. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle et le ministre des Transports allemand et le ministre de l'économie allemand sont vent debout de façon à être encore plus exigeants, encore plus durs que n'importe quel autre pays, de façon à protéger l'industrie allemande dans ce qui est constitutif de son identité, c'est-à-dire cette qualité, cette fameuse qualité allemande. On évoquait l'impact du mensonge dans la société américaine. Souvent aux États-Unis, quand une personnalité dit une connerie ou ment, elle va faire son mea culpa, souvent sur les plateaux de télé. Je vais vous proposer de regarder une séquence. C'est la conférence de presse du PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn. C'est avant qu'il ne démissionne, l'ex-PDG. Justement, c'est la session mea culpa. Les irrégularités dans les moteurs diesel de notre groupe vont à l'encontre de tout ce que représente Volkswagen. Je n'ai pas encore les réponses à toutes les questions, mais nous allons tout faire pour y répondre. Je vous donne ma parole que nous allons procéder avec la plus grande franchise et la plus grande transparence. Je suis infiniment désolé que nous ayons trahi la confiance. Je m'excuse profondément auprès de nos clients, des autorités et de l'opinion publique dans son ensemble pour cette faute. C'est la rigueur allemande, hein. Pas d'effet voilà, de com justement, c'est extrêmement clinique, on lui a beaucoup reproché. Vous lui metteriez quelle note sur cette performance ? Je trouve ça très froid, derrière on est sur un fond, c'est même pas éclairé, c'est préparé évidemment, mais oui on sent ce froid allemand, et évidemment il s'excuse. Après le problème il est profond, donc il va falloir faire couper des têtes, ce qui est déjà fait pour la sienne. Ça a été fait assez vite ou pas? Il a démissionné assez vite? Je pense que oui. Alors après, on a senti dans l'histoire qu'il s'est quand même back-upé derrière avant le. Il y a eu plusieurs étapes avant la démission. Exactement. En fait, ça a duré tout sur une semaine, mais avec plusieurs étapes. C'est une vraie faute. Pour vous, c'est une vraie faute de ne pas avoir démissionné immédiatement? Il aurait, en l'occurrence, oui. Parce qu'il y a un vrai problème dans cette crise. Il y a une faute originale qui est évidente, mais il y a trois postures en crise. Il y a l'entreprise victime qui subit une situation et qui pose un problème de confiance du consommateur vis-à-vis du produit ou du service qui lui est apporté. Il y a l'entreprise coupable ou l'entreprise responsable. L'entreprise responsable étant non pas une entreprise qui n'a jamais de crise, mais une entreprise qui montre dans sa gestion de crise sa capacité à résoudre les problèmes. L'entreprise coupable, on l'a vu avec l'affaire Smanghero, mais on l'a vu aussi avec d'autres affaires, notamment dans les crises bancaires dans les années 2008 et au début des années 2009. C'est une entreprise qui est responsable et qui est à l'origine de la faute, et ce qui est impardonnable pour le consommateur parce qu'elle a triché et elle a menti. Et lorsqu'on est dans cette situation, une des solutions est elle passe par la nécessité de départ. Il faut qu'il y ait les responsables qui quittent l'entreprise. Il faut que ce soit rapide, parce que si ça n'est pas rapide, ce sont plus les hommes qui sont coupables, c'est la marque et l'entreprise qui devient responsable de la crise qu'elle traverse. Et il faut éviter évidemment que ce soit systémique. Alors, du coup, la question des indemnités de départ de ce président pose question. Ça, c'est un débat qui revient à chaque fois. Sur son message, sur l'extrait qu'on a vu, vous lui auriez conseillé quoi? De davantage fendre l'armure, de donner un petit peu plus de sentiments, peut-être? Ouais, un petit peu plus de sentiments. On sent qu'ils assument, ils s'excusent. C'est fort. Ils auraient pu essayer de noyer le poisson, ce qui aurait été une énorme connerie. Après, je pense que le but, et je crois que là c'est trop tard, c'est de contenir
sur un groupuscule, une minorité de personnes, la faute est de faire en sorte que ça ne vienne pas influencer toute la société et même finalement tous les constructeurs automobiles. Et là maintenant c'est trop tard, on est bien au-delà. C'est trop tard, pourquoi ? Parce que la gestion de la crise, la com de crise, elle n'a pas été bonne selon vous ? On est passé de la com de crise d'une marque à un débat de santé publique. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que pollution et environnement et santé étaient intrinsèquement liés. Quand on parlait des ours polaires, ça ne me touchait pas. Là, on est en train de parler de mes enfants, de mes proches. Donc là, ça commence à me toucher. Et là, ça devient un débat de santé publique et politique. Est-ce que vous ne croyez pas que, comme à chaque fois, le meilleur allié, c'est le temps et que finalement, on va vite passer à autre chose ? En tout cas, ça peut être effectivement le cas. On sait que l'actualité chasse les actualités précédentes. Il n'empêche que ça va laisser des traces. Il y a des entreprises qui sont de façon indélébile marquées par des crises et qui font que les crises, ils auront à les subir toute leur vie parce que ça fait partie de l'histoire. Je pense que cette crise va avoir un impact fort et lourd pour Volkswagen et comme toute crise, ça peut être une opportunité pour renaître et revenir avec quelque chose de nouveau, de différent. Mais comme on le disait en début de la discussion, la posture, le slogan actuel, le positionnement actuel, il va falloir le repenser. Justement, Arnaud Poschbonne, sur le positionnement actuel, vous pensez que Volkswagen doit communiquer, même avec quelque chose d'extrêmement factuel? On a pu lire cette semaine, le Canard enchaîné disait Volkswagen a annulé ses communications. En fait, ça a été démenti. Ils les ont décalées pour pas qu'on se retrouve dans des quotidiens nationaux avec un article sur la crise et une pub pour le dernier modèle. Est-ce que justement, une des façons d'en sortir, c'est pas de communiquer, justement? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il y avait besoin de communiquer et d'être surprésent et aussi d'avoir beaucoup d'empathie vis-à-vis des consommateurs. C'était vrai pour la conférence du président de Volkswagen, mais c'est aussi vrai dans sa communication digitale. Aujourd'hui, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, on observe que les fans de la marque sont montés au créneau, se positionnent, tiennent un discours positif sur la marque, et en contrepartie, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de remerciement vis-à-vis des consommateurs. Donc là, il y a vraiment un problème. C'est plus qu'un manque d'empathie, c'est quasiment un comportement autistique. Alors Volkswagen, on l'avait dit, a toujours axé sa com sur la confiance. Le groupe avait justement lancé assez récemment, malheureusement, une campagne au mois de juin qui était basée sur le mensonge de ses concurrents avec un slogan « S'ils mentent à leurs enfants, imaginez ce qu'ils vous raconteront pour vous vendre des voitures ». Je vous propose d'abord qu'on le regarde. Arrête. Arrête. Un seul coup de vent et tu restes bloqué comme ça toute ta vie. Le jeudi, c'est ouvert. Le vendredi, c'est ouvert. Le dimanche, c'est ouvert. Mais le samedi, parce que le dimanche, je ne peux pas y aller parce qu'on est chez mamie. Mais le samedi, ils sont tous fermés, les magasins de jouets, c'est comme ça. Si, c'est des frites. Vertes. Et c'est des frites, c'est vert, c'est des frites vertes. Parce que si tu travailles pas bien à l'école, eh ben maman, elle va aller en prison. À la cantine, on vous sert pas des frites vertes. Vous avez pas de frites vertes à la cantine. Ah ben voilà, elle est fatiguée, alors elle s'est endormie, la télé. Lisa, je t'aime. Ah. T'as entendu? Il dit qu'il t'aime déjà. Oh. Ah oui, oui. Tu le sens? Ah oui, je le sens. Volkswagen, das Auto. Voilà, beaucoup d'humour, comme d'habitude, dans beaucoup de campagnes de publicité de Volkswagen. Laurent Alias, là, dans les mois qui viennent, l'humour, il va falloir le mettre un peu de côté? Oui, je pense que la marque peut pas assumer ce genre de discours. Là, on voit bien sur cet exemple, encore une fois, c'est drôle, mais il y a un vrai truc. C'est une vérité. On a tous vécu ces moments-là, on a tous dit à nos enfants fais attention, arrête ta grimace, sinon le vent qui va passer va faire que tu vas rester comme ça toute ta vie. Donc c'est un vrai truc, c'est un truc qui est profond, c'est l'insight. Il y a un autre exemple. Et ça, c'est très efficace d'ailleurs comme oui, c'est très efficace parce que ça me touche, parce que c'est moi, c'est ma vie. Et cette marque-là a réussi à créer une vraie relation de proximité, de confiance, cela dit, mais aussi un ton connivant avec son public. Il y a un autre exemple aussi qui est super intéressant, c'est pendant un match de l'équipe de France, ils avaient fait exprès une faute dans leur nom, et après il y avait une pub qui disait « c'est pourtant facile de ne pas se tromper ». Et voilà, on y est. Vous pouvez avoir confiance en nous, c'est sûr, c'est la qualité allemande. Donc là, dans cette situation-là, on pourrait dire c'est pourtant facile de ne pas tromper. Arnaud, d'une façon générale, c'est impossible de mettre un peu d'humour dans une com de crise?
Faut vraiment être très bon. Faut vraiment être très bon. Il y a un moment. Le problème de l'humour, c'est que chacun la reçoit en fonction de ses propres critères. Et lorsque on a menti au consommateur, dire être sur le ton de la blague, je suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Il y a la nécessité d'être sérieux, de revenir sur des fondamentaux. C'est pas le moment de rire. C'est le message qu'il faut faire passer en fait. Il faut démontrer la responsabilité de l'entreprise. Elle a des comptes à rendre à ses consommateurs, mais également à ses collaborateurs. Et on peut pas le faire sur le ton de l'humour. C'est juste impossible. Effectivement, plus largement, il va falloir repenser le ton, comme le disait Laurent. Depuis le début du scandale, il y a eu beaucoup de parodies, de publicités Volkswagen détournées sur les réseaux sociaux. Une crise comme ça, à l'heure des réseaux sociaux, elle prend une autre dimension. Je dirais qu'il y a quelques dizaines d'années, on pouvait essayer de réussir à contenir la crise. Et là, ça part un peu de partout. Les réseaux sociaux sont un amplificateur. Amplifie ce qui se passe dans la vraie vie. Ça n'a pas forcément changé les usages, ça a amplifié, ça a accéléré les flux, ce qui fait qu'en quelques secondes, un tweet peut faire chambouler une marque. Et sur l'histoire de l'humour, non, aujourd'hui, la marque ne peut pas la ramener. Pas quand c'est aussi profond, pas quand c'est aussi structurel dans la marque. Ça fait 60 ans qu'ils disent ça. Tout s'écroule, le château de cartes tombe. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Se faire oublier pendant un temps et là, je pense qu'il ne faut pas la ramener. Se faire oublier pendant plusieurs mois, repenser tout le message ensuite? Ouais, je pense, on la ramène pas, on s'excuse, on assume, on essaye de contenir. Là maintenant, les médias, les réseaux sociaux s'emparent du sujet, mais d'un point de vue sociétal. C'est bien plus large que Volkswagen. Donc la marque empathie, quand on parle de sujets de santé publique, au final, et c'est pas une com de crise traditionnelle, c'est bien plus profond. Quand je prends un exemple, quand la Redoute il y avait eu l'homme nu il y a quelques années, et que hop, on a activé la com de crise, là ils pouvaient répondre avec l'humour, et ils l'ont fait intelligemment. Voilà. Mais là, on ne peut pas. C'est trop structurel, trop profond pour pouvoir se le permettre. Arnaud Pochbonne, vous êtes d'accord? Profil bas, pour l'instant, c'est le conseil que vous pourriez donner? Profil bas, mais également une réflexion sur les communautés déjà constituées. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était assez frappant de voir qu'il y avait encore des fans, du moins des fans de la marque, qui étaient en soutien et qui soutenaient la marque en disant « on est avec vous, on vous soutient ». Et moi, je serais Volkswagen, je regarderais les communautés qui sont derrière pour en faire des ambassadeurs de la marque et surtout les associer à la reconstruction de l'entreprise pour rendre l'entreprise encore plus forte, ça me semble être un point important. On en a des précédents dans l'histoire de l'automobile, de rappels massifs, Honda, Toyota, on en a des groupes qui ont traversé, General Motors bien sûr, qui ont traversé des grosses crises. J'ai envie de dire, ils s'en sont tous remis, non? Oui, parce que c'était un problème technique, mais ce n'était pas un problème qui vient chambouler tout ce que nous raconte la marque depuis 60 ans. C'est un problème technique, ça peut arriver, on peut le comprendre, un problème technique, un problème technologique. Là, on nous a menti. C'est comme ça que le consommateur perçoit... alors, on nous a menti, peut-être que c'est qu'une seule petite partie de Volkswagen qui a fait que y a ce scandale qui a éclaté. Donc, mais ça, évidemment, vient influencer la marque. Une marque, c'est fragile. Une marque, c'est fragile, il faut la protéger. Et depuis 60 ans, ils ont ce ton, cette supériorité, et là, tout s'écroule. Bon, voilà, Volkswagen qui va devoir très vite repenser toute sa communication, se refaire une image. En attendant, les conséquences industrielles sont déjà là. Les répercussions économiques du scandale Volkswagen, on en parle avec Mathieu Sévin, le spécialiste auto de BFM Business. Mathieu, évidemment, l'impact commercial, va être très important. Le premier, c'est tout simplement Volkswagen visait la première marche du podium sur l'ensemble de l'année. C'est raté, dommage. Ils vont repasser deuxième et c'est Toyota qui va s'imposer, qui va redevenir le numéro 1 mondial. Après, les répercussions vont être très différentes selon les marchés. Aux États-Unis, où Volkswagen avait de grandes ambitions, faut tout revoir parce que c'est perdu totalement pour le moment. En Chine, ça n'allait pas très fort avant le scandale. Eh bien, cette histoire du diesel truqué ne va pas relancer les affaires. Quant en Europe, eh bien, ça dépendra des marchés. En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ça devrait grosso modo bien aller. En revanche, dans les pays du nord de l'Europe, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Mathieu, il y a beaucoup de marques dans cette galaxie Volkswagen. Ouais. Est-ce qu'il y en a une d'entre elles qui va être davantage touchée? Moi, à mon avis, c'est Audi qui a le plus à perdre dans l'histoire. Parce que Audi a mis 30 ans à se construire une réputation
réputation de constructeur premium. Eh bien, avec ce scandale, ça va être très difficile de retrouver de la crédibilité auprès des automobilistes qui suivent ce genre de marque, où ils sont très exigeants. Donc, avant de pouvoir s'installer durablement sur ce marché, eh bien, Audi va devoir se racheter une conduite auprès des automobilistes. Mathieu, est-ce qu'on a déjà une idée des conséquences financières pour le groupe? Énorme. C'est pas un secret, hein, c'est énorme. Rien que pour commencer, le groupe a déjà provisionné 6,5 milliards de dollars pour faire face aux premières dépenses. Il va falloir également financer le rappel des 11 millions de véhicules concernés. Il y a toutes les actions de groupe qui vont être menées aux États-Unis, mais également dans d'autres pays comme la France. Et puis, il ne faut pas oublier que ça va être très difficile pour le groupe Volkswagen de pouvoir se relancer durablement et de pouvoir faire de nouveau des profits après ce fiasco. On continuera à suivre cette affaire avec vous, bien sûr, Mathieu. Merci beaucoup. On va rester dans le secteur automobile, messieurs, avec quelques pubs mythiques qui ont marqué l'histoire de la publicité automobile. Et oui, plongé dans les années 80, on va parler des marques françaises après s'être attardé sur le cas du fleuron allemand Volkswagen. On va démarrer avec ce spot de 1985. Alors vous prenez tous les ingrédients d'une pub pour un parfum. Vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Une chanteuse mannequin, un slogan un peu énigmatique, mais le tout pour une voiture. Voilà, une pub plutôt agressive, Grace Jones qui fait la pub de la CX2. On se dit pas qu'il y a un décalage d'univers entre cette voiture et l'univers plutôt branché? La CX2 c'était branché à l'époque? En tout cas on essayait de la rendre branchée. Je venais de naître en 85, donc je me rappelle pas. Là on est en plein dans l'époque Séguéla. On commence... Pub réalisé par Jean-Paul Goude. Exactement. Ouais. Et là, on voit bien qu'il y a l'ambition. L'automobile, c'est sociétal, c'est au cœur de la société. Ça a bouleversé nos économies, nos sociétés ces 50 dernières années. Et là, on essaye de créer des ponts avec d'autres choses de la vie. C'est quoi, rendre glamour un objet oui, presque rendre du glamour, quotidien. Et puis avec un ton assez on dirait aujourd'hui what the fuck. Et là, clairement, on essaye au début, on sent le parfum, mais après, on monte la voiture et puis c'est assez barré, quoi. Voilà. Arnaud Pochbonne, elle avait fait pas mal parler à l'époque. Hein. Cette publicité, elle avait été jugée agressive par certains. Est-ce qu'un tel spot aujourd'hui, ça serait envisageable? Non, je pense pas que ce soit un spot qui puisse, quoique, pourquoi pas, à la limite, on est en plein revival des années 80, donc on pourrait très bien imaginer un retour de ce type de spot. Faut voir à l'époque, pour le coup, moi j'étais un peu plus âgé, et à l'époque, Jean-Paul Goude, c'était une star. C'était vraiment une énorme star en France. Grace Jones aussi. Et donc, il y avait des codes qui étaient... c'était un spot qui voulait aussi être mettre la marque au cœur, finalement, d'un moment qui était... qui célébrait la voiture, mais qui célébrait aussi une époque. Et je trouve que c'est pour ça aussi que ce film est iconique et un marqueur de cette époque-là. C'est que iconique. On n'avait pas encore eu notre premier mot de pubard dans cette émission. Allez, je peux vous dire appétant aussi. On va rester dans les années 80-87 exactement. Une publicité pour la 205 GTI de Peugeot. James Bond au volant d'une 205 poursuivi par un bombardier. Pour cette mission, il m'avait confié une arme plus étonnante que jamais. Son nom de code, 205 GTI. J'avais enfin trouvé la partenaire idéale. Peugeot
Peugeot 205 GTI. Une sacrée GTI. Voilà, la 205 GTI, Laurent Alias, pub à campagne à gros budget là. Oui, bah, de toute façon, l'automobile sont les plus gros annonceurs en France et même dans tous les pays. Là, encore une fois, ça fait appel à l'intelligence collective. Beaucoup de codes du cinéma, des films d'action. Donc, essayer de créer des liens et se mettre à la croisée de la vie de tous les jours. Arnaud Pojman. On est quand même très très loin des émissions carbone et des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. C'est quand même daté et très marqué au carbone 14. Cette campagne, je pense qu'aujourd'hui, elle est complètement en décalage avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et finalement, je la trouve assez amusante parce que finalement, elle nous rappelle que les notions de développement durable ou de responsabilité sociale et environnementale des entreprises n'ont pas toujours été au cœur des préoccupations de nos dirigeants. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs. Arnaud Pojman, directeur de Weber Shandwick France. Merci Laurent Alias, cofondateur de l'agence Josiane et les Chatons d'Or. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement, merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment tous ces spots sur le site culturepub.fr. À la semaine prochaine.